Bonjour à toutes et à tous. Merci Massimo pour cette invitation. Donc, je vais essayer d'être un peu rapide parce qu'on a perdu 5 minutes. Donc, je vais essayer de en fait, aborder, problématiser le thème du visage à l'égard de son action en tant que dispositif. Je reviendrai si j'ai le temps. Et de ce qu'on peut appeler, d'un point de vue méthodologique, donc d'une méthodologie sémiotique, situation performative. Donc, en fait, j'essaie un petit peu de ramener cette thématique aussi à des travaux, à des chantiers de recherche qui sont en cours dans ma recherche personnelle. Et dès lors qu'on parle de situations performatives, on va effectivement s'interroger sur la relation. Et donc, on peut penser que le visage est ce point d'articulation, ce pivot de la relation à des œuvres, comme on va le voir, qui ne sont pas telles à proprement parler. Donc, en fait, dans les exemples que j'ai choisis, je vais essayer de montrer comment les visages donc, problématisent la relation. On n'a pas en français la même continuité qu'en italien. Donc, face et faccia, c'est pas exactement pareil, mais donc entre face, identité numérique, puisqu'il est question de propriété, il y a des questions juridiques là-dessus, et signature, donc, dans un sens large du terme, et dans les cadres donc, de procédés artistiques collectifs et participatifs. Donc, je vais essayer un petit peu de mettre en lumière la continuité qui peut s'installer entre les visages, la silhouette, donc c'est un petit peu ce que dans le titre on va retrouver sur une figure du corps, et a fortiori donc le corps enveloppe, et l'identité de ceux, ou mieux de celles et ceux qui font œuvre. Donc, dans un premier temps, je vais m'attarder, je vais reprendre aussi certains travaux de l'équipe, de la team Facet, donc des exemples concrets issus de la galaxie de l'activisme, donc des hacks, l'activisme hacker, qui semble un petit peu osciller entre un pôle de simulation-dissimulation du visage et un pôle qu'on pourrait appeler de figuralisation de celui-ci. Dans cette palette de cas, il s'agit de projets qui visent soit à déjouer les technologies de reconnaissance faciale, soit à s'approprier et à renverser ces technologies en s'infiltrant dans les mailles, dans les failles possibles de ces technologies. Et donc, on va un petit peu arriver à la proposition d'une double lecture, puisqu'il est question de lecture aujourd'hui, que j'appelle physionomique d'un côté et donc figurale de l'autre, du rôle polémique du visage vis-à-vis, donc le cadre plus général est celui des sociétés de surveillance. Et puis, donc, à partir de ce rôle du visage, je vais un petit peu m'attarder, si j'ai le temps, sur donc ce lien entre visage, dispositif et situation performative qui, puisqu'on est dans un cadre des sociétés de surveillance, va être relié également à un double niveau de la notion de transparence qu'on a évoqué cette notion et en fait dans un colloque qui avait lieu à Limoges en 2019, c'était le colloque sur les nudges, puisque là encore, que ce soit d'un point de vue numérique ou analogique, il y a une même problématique de l'architecture des choix et bien sûr du contrôle des conduites des citoyens. Donc, petite précision sur les dés-visage, parce que c'est quelque chose qui m'a inspiré tout de suite. Donc, j'ai mis un tiret évidemment pour mettre en exergue les tactiques et les pratiques de détournement des technologies de reconnaissance faciale, mais aussi parce que on trouve à langue française au moins 2 acceptions du verbe dévisager sans tiret. Donc la première, c'est défigurer, déchirer les visages, ou à la forme réflexive, altérer, transformer son visage. Deuxième acception, regarder avec insistance, ou se regarder attentivement. Donc, ces 2 emplois, qui semblent opposés, semblent aussi soutenir à longue et d'un point de vue analogique les dynamiques de ce détournement qu'on va examiner. Et en effet, comme on l'a vu ce matin, semblent, donc ces 2 acceptions, brouiller les frontières entre les actants sources et cibles dans l'acte de regarder.
S'il est vrai, comme Massimo, tu l'as dit aussi, que son propre visage est ce qui reste caché à son propre regard, l'acte même de se défigurer nécessite son opposé, c'est-à-dire une exploration fine de soi. De la même manière, le défigurer est ce qui peut, en tant que tel, faire l'objet d'un dévisagement, précisément en raison de sa non-conformité par rapport à des paramètres physionomiques ou une organisation interne qui suggère d'autres configurations morphologiques. Donc, dans ce sens, les dévisages, pour ainsi dire, constitués comme une espèce de contre-champ complémentaire à l'appareil de lit que vous avez analysé jusqu'à présent dans ce IRC facette. Et effectivement, il y a aussi un problème vis-à-vis de l'attention. Tu as écrit, Massimo, dans de nombreuses interactions, il y a guère de temps pour attacher une personnalité, une histoire en relation à l'image numérique d'un visage. Les icônes des visages sont accumulées, feuilletées, sauvegardées, annulées avec une rapidité qui, à long terme, affectera aussi les interactions non numériques. Et à ces sujets, donc, je vais parler des deux exemples. Je reprends CV d'Azel qu'on retrouve dans le dernier numéro de Lexia, et donc qui a été abordé par certains chercheurs qui font plus ou moins partie du projet Facette. Et l'autre, c'est le travail d'un artiste activiste d'origine italienne, qui est francophone, qui s'appelle Paolo Cirio. Donc, les différentes formes d'embrouille d'Azel, en fait, dans ces différentes formes d'embrouille d'Azel, on apprend que les citoyens, voilà, qui choisissent donc ces formes, qui choisissent de les porter, visent à transmettre une idée de groupe, celle de rester inconnu, mais seulement pour l'interlocuteur computationnel qui surveille. Ces masques permettent donc au sujet de se protéger pour ne pas être identifié plutôt que du fait d'être vu par les autres citoyens. Il y a au moins 2 articles qui mentionnent ce collectif. Ainsi conçu, on pourrait penser que cela fait court-circuiter la dynamique de simulation-dissimulation dès lors que celle-ci est posée à partir de des oppositions vérédictoires classiques, vérité, secret, vérité, fausseté et secret comme terme complexe. Néanmoins, il faut se rappeler de ce que disait Paolo Fabri sur le camouflage et donc sur le général Norman Wilkinson qui est repris explicitement par ce collectif. Le génie du dazzling, c'est qu'il enlève à l'évidence référentielle sa valeur intrinsèque et montre que la perception, la reconnaissance et l'interprétation de son processus unique sont des processus uniques à relever à l'intérieur des stratégies. Une des stratégies fondamentales du camouflage est la disparition, devenir transparent ou imperceptible. Donc, dans ce cas spécifique, et ça peut valoir pour les autres formes de détournement ou déroutement, pour avoir de la surveillance numérique en ligne, pour que le camouflage soit réussi, et donc pour que les algorithmes n'intègrent pas les visages dans leur apprentissage, il faudrait se rendre numériquement visible. Donc, sur les sites du collectif, voilà, là, vous avez des images, ça dure depuis 2010. En fait, il indiquait clairement, donc pour prolonger ces réflexions, les éléments chromatiques et d'éthique spatiaux du maquillage anti-reconnaissance ne sont pas équivalents, ne marchent pas sur tout type de visage, chaque type de visage, et ni non plus pour chaque type d'algorithme. Il y a une autre chose très importante, c'est très court, c'est très court. Donc, en fait, dans cette vidéo, normalement, hier, ça marchait, évidemment. I wanted to do a book for protest. Évidemment, ça, non. Mais voilà, non. En fait, bon, ça va nous faire épargner du temps. En fait, il s'agit d'une militante. C'est la vidéo, il y a le lien sur le site du collectif, qui teste elle-même, un peu comme dans les cultures DI, do it yourself,
le maquillage qui va fonctionner. Hein. Alors, il y a des formes de maquillage qui fonctionnent sur certaines applications, sur Insta par exemple. Il y a d'autres qui nécessitent l'intervention d'une modification, par exemple, de la chevelure. Il y a le même maquillage qui peut ne pas fonctionner, etc., etc. Surtout, la militante prévient, les spectateurs sont invités à ne pas photographier ou prendre des captures d'écran des militants maquillés. Ils risquent quelque chose. Donc, c'est comme si cette démarche se butait contre n'importe qui. Plus on parvient à ne pas être identifié, plus on a quand même besoin, il est nécessaire de partager cette tactique, et plus, parce qu'il s'inscrivait quand on dit tactique, évidemment, on pense à Desserto ou tactical media, et plus cette même tactique ne peut que se médiatiser et porter en elle-même, donc, quelque part, un petit peu les prémices de son propre échec. Et donc, on pourrait se poser certaines questions. Par exemple, cette possibilité d'échec dépendait de la médiatisation et donc du re-affichage du visage camouflé ou bien du dispositif du camouflage en tant que tel. Il y aurait-il des formes de distribution environnementale combinant différemment l'analogique et le numérique de la capacité d'action des dispositifs? Et encore, qu'en est-il notamment des identités des militants, donc des identités au sens des données numériques personnelles, hein, qui est qui, hein, avant qu'il ne se consacre à ces pratiques. Et donc, c'est comme s'il y avait un clivage entre les maquillages qui visent à ne pas être du tout, et l'affichage d'une altérité que l'on incarne dès le départ, hein, parce que c'est celle que, en fait, qui compose notre double numérique, si vous voulez. Alors, là, ça devrait marcher. Hein. Donc, très brièvement, trois œuvres performatives, on va dire, donc de l'artiste et activiste Paolo Cirio. Donc, il y a en fait, il est aussi, il est un hacker. Donc, il sait manier la programmation. Ça, c'est la grande différence. Par rapport à Dazzle, il y a un jeu d'échelle. Dans le premier cas, il s'agit de dissocier l'ancrage numérique de l'identité par un dispositif analogique, le maquillage, tandis que dans le second, il est question de faire du visage le lieu d'une figuration autre par le biais de dispositifs et d'actions qui exploitent à la fois le numérique et l'analogique. Quand je dis analogique, on peut penser à des espaces physiques concrets, et donc à la fois des espaces médiatiques et publics. Donc, Face to Facebook, alors, voilà, 2011, donc tout simplement, c'est réalisé en collaboration avec un programmeur qui s'appelle Alessandro Ludovico. Ils ont volé des milliers de profils Facebook à l'insu des utilisateurs, un peu comme les font les GAFAM, ainsi que les traitements par reconnaissance faciale. Ils ont implémenté une sélection de ces profils dans un vrai faux site de rencontre qu'ils ont eux-mêmes créé. Après, bon, il y a des bases de données qui en sont un petit peu cachées par les artistes même. Donc, actuellement, Lovely Faces, peut-être, n'affiche rien. Et donc, ils ont été publiés là-bas en reproduisant exactement cette logique dont on peut ne pas être conscient dans notre utilisation d'Internet et des réseaux de tous les jours. Street Ghost, 2012-2017. Là encore, on a une extraction, j'allais dire en diagrammatique, qui vise à détourner des portraits panotiques, des caméras de Google Street View, des caméras qui sont posées parfois de manière illégale, et même lorsque les visages sont floués par l'application, puisqu'il y a encore quelque chose qu'on peut, dans un sens, reconnaître. Voilà, il y a une zone grise dans la construction du référent, comme on disait tout à l'heure. Donc, extraction et
on reporte tout ça dans la vie réelle comme un rembrayant cette situation d'énonciation. Donc, il y a des découpes grand format, donc vraiment, c'est vraiment très, très grand, qui sont affichées et collées aux mêmes endroits où ces captures de Google Street View ont été prises. Hein. Donc, évidemment, il y a une récoïncidence de l'espace, évidemment, pas du temps. Et dans ce cas, ces silhouettes, à proprement parler, agissent comme des signaux d'alarme. Et du fait donc de leur présence réelle dans l'espace public, elles peuvent être reprises à main par les internautes même. Quand on dit reprises à main, selon donc aussi les artistes, ça veut dire pour les utilisateurs aller porter plainte. Donc on a moyen sur Google de solliciter Google, de dire non, cette image-là, il faut la lever des captures de Google Street. Donc il y a une retombée, hein, dans un sens sur la machine, même si l'internaute n'a pas la compétence dans le langage de programmation, parce que ça, c'est les gros problèmes. Et puis, capture, c'est 2020-2021. Là, maintenant, il est en Autriche. Pareil, on est au moment des violences policières en France, de la loi de sécurité globale, extraction, comme c'est le même fonctionnement des logiciels de la police, extraction de clichés, 4000, et affichage. Alors là, on revient des modalités plus ou moins classiques de type performatif, qu'il a aussi affiché dans Paris. Sera duré très peu, quelques heures, quelques jours, le temps donc que le Premier ministre, les syndicats de la police et même c'était à Tourcoing, le temps qu'on annule son exposition et que donc l'artiste se voit dans un sens censuré. Donc, j'ai combien de temps encore? 5 minutes. 5 minutes? 5, 8 minutes. Ok. Donc, peut-être dans les questions, je vais m'étaler sur dispositifs et situations performatives. Je vais juste en fait revenir sur donc un petit peu une comparaison. Hein. Donc, chez Dazel, on a vu il y a dissociation entre visage et identité numérique de la personne. La lecture donc semble être de type physionomique, mais aussi parce qu'elle n'opère que juste sur un pôle de la relation homme-machine, c'est-à-dire sur les visages des activistes. Et quand on dit physionomie, on pense aux travaux de la Gestalt-théorie, on pense aussi aux travaux, aux recherches de l'anthropologie sémiotique et donc en conception de l'expression comme action. Je mets juste en fait, voilà, physionomique signifie que nous percevons les objets comme exprimant directement, mais pas dans un sens d'immédiateté, hein, une forme de vie, indistinctement la nôtre et la leur, et que ce sont alors les mêmes dynamiques qui leur confèrent, à eux comme à nous, une intériorité agissante dont nous sommes ensemble la manifestation. Et ça s'est relié un peu à ce que tu disais ce matin. Et là, c'est un relax. Hein, il s'inspire bien évidemment de Merleau-Ponty. Donc, en appliquant lecture physionomique, le visage évolue lui-même en tant que silhouette et demeure ainsi dans une zone grise entre reconnaissance et construction du référent. Et ce même devenir du maquillage nous signale en fait la modalité de déroulement de la pratique. Chez Chirio, on peut trouver une première ouverture donnée par une lecture physionomique qui, par exemple, peut s'appliquer à Street Ghost, mais qui semble donc se prolonger dans cette lecture qu'on pourrait qualifier de figurale. Évidemment, je n'ai pas le temps de m'étaler. Hein. J'ai essayé de parler dans un autre travail de figuralité numérique. Je m'inspire évidemment de Lyotard, mais aussi de la lecture qu'en fait de Lyotard et Hermann Parret. Donc, les figures agit en tant qu'opérateur de variation, de différenciation. Ce n'est pas une chose, pas non plus une essence. Et donc, on revient à ce moment d'émergence, des choses que l'on peut reconnaître, donc avant même la reconnaissance,
dont il était question ce matin. Les visages de Cirio ne font pas que montrer quelqu'un d'autre, les internautes, les policiers, les hommes politiques, dans une autre, dans une autre œuvre que je n'ai pas montrée, mais c'est comme si, voilà, il s'agissait de montrer les visages des algorithmes eux-mêmes. Hein. Et donc, et cela même, car ces mêmes images-visages sont numériques d'abord. Donc, il y a un renversement par rapport à Dazel de la démarche suivie. Ils sont extraits ou produits en suivant les mêmes logiques que l'on dénonce. Et c'est ensuite qu'ils deviennent analogiques. Donc, dans ce sens, Cirio, je viens de le dire, semble inverser, compléter la démarche de Dazel en conférant notamment la présence publique des visages nativement numériques, la capacité de modifier l'espace médiatique et l'environnement techno-surveillant. La quête d'identité et la non-dissociation entre visage et données personnelles, ça semble donc dès lors répondre non pas en tentation de délation que l'on peut retrouver sur les réseaux sociaux, mais plutôt une démarche visant, alors est-ce qu'ils arrivent ou pas, est-ce qu'on peut arriver ou non, visant la maîtrise et l'intégralité de son propre corps bionumérique et par conséquent la possibilité de signer, de s'inscrire consciemment et ouvertement dans l'espace numérique. Il y a les travaux de Béatrice Frankel, notamment sur la signature. Évidemment, on se détache de la signature orthographique, hein, on est bien d'accord. Elle a commencé à travailler aux années 2000 sur les signatures électroniques dans les cadres de réformes juridiques des actes, hein, des notaires. Hein. Donc, la signature, j'allais dire, c'est presque un acte collectif. Et là encore, dans le mécanisme de la signature électronique, il y a quelque chose de l'ordre de l'éloignement, hein, de plus en plus du moyen d'accès. Ces moyens d'accès, je le dis très vite, hein, dans les nudges, pour moi, c'était donc en fait un niveau de la transparence, donc une transparence d'affichage ou thématique, pour ainsi dire, et une transparence d'accès qui est accès à l'architecture de choix ou bien effectivement aux métadonnées, voire au langage de programmation. Je termine sur la signature parce que Cirio, il ne s'est pas contenté juste de capturer les capturants dans un sens, mais alors il y a cette pétition, on revient à un acte pur et dur de la signature, Bank Facial Recognition Europe. Il est en contact avec l'Union européenne, qui a dû un petit peu, je ne veux pas dire réviser ses politiques, mais a dû apparemment avouer un petit peu que cela constitue un problème et qu'il faut travailler d'un point de vue du cadre juridique sur cet aspect. Et bien sûr, voilà, on peut cliquer et on peut signer la pétition. Et je m'arrête là. Merci.